Taïwan est en état d'alerte alors que la Chine mène de nouvelles manœuvres militaires autour de l'île depuis ce lundi. Alors que la menace d'une invasion de Taïwan par la Chine est régulièrement brandie, que se passe-t-il exactement en ce début de semaine et à quoi faut-il s'attendre? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité. Alors avant de revenir sur ces manœuvres militaires qui inquiètent Taïwan, redonnons un petit peu de contexte qui me paraît assez essentiel. Taïwan, c'est donc une île de 23 millions d'habitants, située à environ 130 km des côtes de la Chine continentale. C'est une démocratie qui possède son propre gouvernement, ses propres lois, son armée, sa propre économie, mais c'est un pays qui pour autant n'est pas reconnu comme un État plein et entier par l'Organisation des Nations Unies. Pourquoi? Eh bien parce que la Chine considère Taïwan comme faisant partie de son territoire. Elle estime donc que l'île est l'une de ses provinces. En fait, Taïwan est autonome depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949, sauf que son indépendance n'a jamais été formellement proclamée, ce qui rend du coup son statut aujourd'hui assez ambigu aux yeux de certains. Par ailleurs, on en reparle après, mais les pays occidentaux, par exemple, ils entretiennent des liens économiques, notamment avec Taïwan, mais pour ne pas froisser la Chine, ils ne reconnaissent pas officiellement Taïwan comme un État pleinement indépendant. Là-dessus, si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la Chine et de Taïwan, je vous invite à regarder notre vidéo sur le sujet, un long format qu'on avait dédié à ce sujet-là. Il est disponible sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format. Je vous mets le lien directement en description. Bref, ces derniers jours, les tensions entre la Chine et Taïwan sont de plus en plus fortes, mais alors, que s'est-il passé exactement? Déjà, on peut noter que les tensions, elles sont montées d'un cran récemment lors de la victoire en janvier dernier de Lai Ching-te à l'élection présidentielle de Taïwan. Lai Ching-te, nouveau président de Taïwan donc, considéré comme un dangereux séparatiste par la Chine. Les séparatistes étant donc ceux qui sont pour l'indépendance pleine et entière de Taïwan. Résultat, lors de son élection, la Chine avait déclaré qu'elle ne tolérait aucune activité séparatiste sur l'île. Mais la semaine dernière, à l'occasion de la fête nationale taïwanaise, Lai Ching-te a prononcé un discours qui n'a pas plu du tout au gouvernement chinois, puisqu'il a dit s'engager, je cite, à résister à l'annexion chinoise de l'île. Bon, histoire de nuancer tout de même ses propos, il a aussi indiqué vouloir un dialogue et des échanges sains et ordonnés avec la Chine. Alors face à cela, et surtout face à ses premiers propos donc, qui disaient résister à l'annexion, eh bien le gouvernement chinois a prévenu que les provocations, je cite, du président taïwanais entraîneraient, je cite, désastre pour son peuple. A noter que la Chine a déjà plusieurs fois menacé d'envahir Taïwan, par exemple en décembre 2023, pour son discours du Nouvel An, le président chinois Xi Jinping avait déclaré que la Chine serait sûrement réunifiée, laissant planer le doute concernant une potentielle invasion de Taïwan à l'avenir. Et des propos comme ça, que ce soit du côté du président chinois ou du côté de son gouvernement, il y en a eu un certain nombre. Alors ce dimanche, un porte-avions de l'armée chinoise a été détecté au sud de Taïwan, selon le ministère taïwanais de la Défense, poussant l'île à se mettre en état d'alerte. Le gouvernement et les forces armées de Taïwan sont donc en vigilance renforcée face à une potentielle menace. De son côté, l'armée chinoise a déclaré ce dimanche qu'elle était entièrement préparée et qu'elle attendait son heure avant la bataille. Selon Taïwan, la Chine aurait déployé 150 avions militaires et 74 navires autour de l'île depuis le 1er octobre. Et entre samedi et dimanche matin, 11 avions militaires chinois et 8 navires de guerre sont arrivés autour de Taïwan. Et ce lundi matin, la Chine a lancé des manœuvres militaires avec donc ses avions et ses navires, avec Taïwan qui en face répond, déclare avoir déployé des forces adéquates pour y répondre. Du côté de la Chine, on présente ces manœuvres militaires comme un avertissement aux autorités taïwanaises. Du côté de Taïwan, on a convoqué une réunion de sécurité de haut niveau, on a aussi communiqué et déclaré que c'était un comportement irrationnel et provocateur de la Chine. A noter que Taïwan a également annoncé l'arrestation d'un ressortissant chinois après une possible intrusion ce lundi. On n'a pas davantage d'informations, mais on aura l'occasion peut-être d'en reparler. Mais alors, y a-t-il un véritable risque d'escalade en ce moment? Eh bien, c'est assez difficile à dire, et vu l'actualité en ce moment, on ne va pas se risquer à quelconque pronostic sur des sujets aussi graves. Mais ce que l'on sait, c'est que les relations entre le gouvernement chinois et Taïwan, elles sont très mauvaises depuis donc l'arrivée à la présidence taïwanaise de Tsai Ing-wen en 2016, puis de son successeur Lai Ching-te en 2024. Ces 2 dernières années, la Chine a organisé 3 séries de manœuvres de grande ampleur en encerclant l'île de Taïwan grâce à l'intervention de son aviation et de sa marine. Alors de leur côté, les États-Unis
États-Unis ont condamné les récentes opérations militaires chinoises. Ils ont dit être gravement préoccupés par ce qui se passe dans la région. Mais alors pourquoi est-ce que les États-Unis s'intéresseraient à un tel conflit? En fait, les États-Unis, ils sont considérés comme l'allié le plus puissant de Taïwan. Et le soutien des États-Unis à Taïwan, il n'est pas non plus complètement officiel, si on peut dire ça comme ça. En fait, le pays n'a pas de relations diplomatiques formelles avec Taïwan, et ce depuis 1979. Ils entretiennent donc des liens économiques, culturels et militaires importants, mais sans que les États-Unis ne reconnaissent formellement Taïwan. Bon, cela dit, ça n'empêche pas les États-Unis d'être le principal fournisseur d'armes de Taïwan. Et d'ailleurs, en septembre 2022, on peut noter que le président américain Joe Biden avait affirmé que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'invasion chinoise. Pourquoi est-ce que les États-Unis souhaitent autant défendre Taïwan? Il y a peut-être l'idée de défendre une démocratie comme celle donc qu'il y a actuellement à Taïwan, mais en réalité, il y a aussi de très gros enjeux, et bien d'un point de vue d'influence dans la région. En effet, en soutenant Taïwan, les États-Unis maintiennent une forme d'influence dans la région Indo-Pacifique face à l'influence croissante de la Chine. Et cette région, elle est notamment stratégique en raison de son rôle clé dans le commerce mondial. Et d'un point de vue économique d'ailleurs, Taïwan détient un quasi-monopole dans les semi-conducteurs les plus performants, des semi-conducteurs qui sont essentiels dans de nombreux secteurs. Autrement dit, alors oui, on peut se dire qu'il y a des questions idéologiques, mais il y a en réalité pour beaucoup des questions économiques en jeu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un tel soutien de la part des États-Unis promet de rendre plus difficile une invasion de Taïwan par la Chine, même si techniquement c'est possible. Ce qu'il faut tout de même noter, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans le passé, c'est que, en l'occurrence, Taïwan, c'est une île. Envahir une île, ce n'est pas aussi facile qu'envahir un pays, par exemple, comme l'Ukraine dans le cas de la Russie. Il faut donc faire très attention aux comparaisons ou autres. En tout cas, au moment où on enregistre ces actualités du jour, la Chine a annoncé avoir terminé, je cite, avec succès ses manœuvres militaires autour de Taïwan. A priori donc, il s'agit plus donc d'une tentative d'intimidation qu'un réel plan d'invasion, en tout cas dans l'immédiat. Je vous laisse avec Morgane pour les actualités en bref et je reviens juste après pour la question du jour. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu, ça concerne la situation au Proche-Orient. Premièrement, le Hezbollah, donc ce parti islamiste et groupe armé libanais considéré comme terroriste par de nombreux pays, a assuré ce dimanche avoir visé une base navale israélienne près de Haïfa dans le nord d'Israël. Il s'agissait d'une réponse à la mort du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah, tué le 27 septembre dans une frappe israélienne près de Beyrouth, la capitale libanaise. Cette attaque a fait 4 morts, des soldats israéliens et au moins 60 blessés selon les autorités israéliennes. Il s'agit de la frappe la plus meurtrière en Israël depuis le début de la guerre ouverte au Liban le 23 septembre dernier. En tout cas, le Hezbollah a menacé d'attaquer à nouveau Israël en cas de poursuite de son offensive au Liban. D'ailleurs, au sujet du Liban, un bombardement israélien sur Haïtou, un village du nord du pays, a fait au moins 18 morts ce lundi, selon le ministère de la Santé libanais. C'est la première fois que ce village d'une région à majorité chrétienne est visé depuis le 23 septembre. Ensuite, toujours au Proche-Orient, mais cette fois-ci dans la bande de Gaza, Israël a bombardé ce dimanche une école transformée en camp de réfugiés à Nuseirat, dans le centre du territoire palestinien. Au moins 15 personnes ont été tuées, dont des femmes et des enfants, et une cinquantaine ont été blessées, selon des secouristes. De son côté, l'armée israélienne a déclaré, je cite, qu'elle examinait les informations sur le sujet. Par ailleurs, 5 enfants ont été tués dans une frappe de drone dans le camp de réfugiés d'Al-Shati, au nord de Gaza, selon la même source, qui attribue cette frappe à un drone de l'armée israélienne. 42 227 personnes ont été tuées à Gaza depuis le 7 octobre 2023, selon le ministère de la Santé du Hamas. Deuxième actu en France, le gouvernement de Michel Barnier a annoncé ce week-end l'étude d'une nouvelle loi immigration dès début 2025. Cette nouvelle loi devrait inclure un durcissement de la rétention administrative, c'est-à-dire la détention d'une personne étrangère qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire en attendant son départ de la France. Actuellement, la durée maximale de rétention est de 90 jours, mais l'une des pistes est de la faire passer à 210 jours pour éloigner les étrangers jugés dangereux, ce qui n'est possible qu'en cas de menace terroriste pour le moment. L'objectif, selon la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon, serait de mieux protéger les Français. La porte-parole estime qu'il ne devrait y avoir, je cite, aucun tabou sur ce sujet-là. Cette annonce arrive moins d'un an après le vote en janvier 2024 de la précédente loi sur l'immigration. Le Rassemblement national avait menacé de censurer le gouvernement actuel si un nouveau projet de loi n'était pas présenté. Alors ce lundi matin, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal, président du groupe Ensemble à l'Assemblée nationale, a indiqué qu'une nouvelle loi immigration ne lui semblait, je cite, pas totalement prioritaire. Pour la gauche, cette proposition est une forme de complaisance envers l'extrême droite. Olivier Faure, le dirigeant du Parti socialiste, a réagi en disant, je cite, « On a un gouvernement qui nous refourgue une loi immigration comme gage à l'extrême droite ». Troisième actu, toujours en France. Un procès hors norme s'est ouvert ce lundi à Châteauroux dans l'Indre, celui de l'affaire
des enfants de l'aide sociale à l'enfance placés illégalement et maltraités. L'aide sociale à l'enfance, ou ASE, c'est un dispositif en France destiné à protéger et soutenir les enfants en danger ou en difficulté. 19 personnes sont jugées pour avoir accueilli sans autorisation des mineurs suivis par l'ASE entre 2010 et 2017. Certains auraient subi des violences physiques, psychologiques, des humiliations, mais également du travail forcé. Au total, une vingtaine de jeunes ont témoigné de violences répétées de la part de 2 hommes en majorité. Ils ont dénoncé des coups de poing, coups de pied, coups de cravache, des strangulations, et certains disent aussi avoir été victimes de surdosage de Valium, qui est un calmant. Tout pointe vers une structure d'accueil baptisée Enfance et Bien-être et ses 2 fondateurs présumés, une association qui n'avait pas l'agrément nécessaire pour s'occuper de mineurs, mais qui était payée au nombre d'enfants accueillis et qui a donc tout fait pour être rentable. Le verdict sera rendu ce vendredi, je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. 4e actu, de nombreuses personnes travaillant sous statut d'indépendants, comme les chauffeurs ou les livreurs, vont être requalifiés en salariés. Ça concerne notamment les travailleurs de plateformes comme Uber ou Deliveroo. En fait, une loi européenne sur le sujet a été définitivement approuvée ce lundi et au moins 5,5 millions de personnes seraient concernées en Europe, selon la Commission européenne. Jusqu'ici, une partie de ces travailleurs étaient considérés comme indépendants, tout en rentrant dans les conditions du salarié, ce qui leur empêchait l'accès à de nombreux avantages, comme des congés payés, une mutuelle ou encore des indemnités. Alors attention, tous les travailleurs des plateformes ne vont pas être requalifiés en salariés. Cependant, cette loi va permettre plus facilement à ces travailleurs de demander un statut de salarié si leur quotidien au travail respecte les conditions du salariat. Par exemple, le fait de se voir imposer un uniforme, des horaires de travail ou l'interdiction de travailler à côté pour d'autres plateformes. Cette liste de conditions sera différente pour chaque pays et dépendra des lois locales. 5e info, les archives de l'Église catholique au sujet de l'abbé Pierre font état, je cite, d'un grand malade mental. On en a déjà parlé, l'abbé Pierre est accusé d'agression sexuelle par des dizaines de femmes et donc, face à ces révélations, la Conférence des évêques de France a décidé d'ouvrir ses archives sur l'abbé Pierre mi-septembre. Habituellement, les archives de l'Église n'auraient dû être rendues publiques qu'en 2082, soit 75 ans après la mort de l'abbé Pierre en 2007. Et donc, dans une lettre datant de novembre 1964, un homme, qui pourrait être le secrétaire général des évêques, parle, je cite, d'un grand malade mental en pleine perte de tout contrôle de soi. Selon lui, je cite, des jeunes filles en ont été marquées pour la vie. En 1958, le secrétaire général des évêques écrivait à l'archevêque de Lyon que, je cite, tout cela pourrait un jour ou l'autre être connu et que l'opinion serait bien surprise alors de voir que la hiérarchie catholique a maintenu sa confiance à l'abbé Pierre. À noter que les archives ne nomment jamais de façon explicite les faits qui lui sont reprochés. Elles parlent, je cite, d'accidents, de misère morale ou de faits répréhensibles. On ne peut donc pas savoir si les lettres parlent de violence ou de faits légaux mais interdits par l'Église, comme des relations consenties hors mariage. 6e info, aux États-Unis, un homme de 49 ans a été arrêté ce samedi près d'un meeting de Donald Trump en Californie pour possession illégale d'armes. Il a été arrêté avant l'arrivée sur les lieux de l'ancien président américain et candidat à la présidentielle de novembre. L'homme portait un fusil, un pistolet chargé et un chargeur à haute capacité. Il a été placé en détention et libéré sous caution pendant le week-end. Selon les shérifs locaux, l'événement n'a pas impacté la sécurité de Donald Trump ou des participants au meeting. Donald Trump a déjà échappé à une tentative d'assassinat mi-juillet lors d'un meeting en Pennsylvanie et en septembre, un homme armé d'un fusil avait été intercepté sur son terrain de golf en Floride. Et enfin, dernière info, 32 ans après le lancement de la chasse au trésor à la recherche de la chouette d'or, le co-organisateur du jeu Michel Becker a confirmé ce dimanche que la chouette avait bel et bien été trouvée. Le jeu consistait en une immense chasse au trésor à travers la France, lancée en 1993, dont le but était de retrouver la réplique enterrée d'une chouette à partir d'énigmes. Début octobre, les organisateurs de la chasse avaient annoncé que la chouette avait été retrouvée. Dans une vidéo YouTube, Michel Becker a aussi révélé que les solutions de l'énigme allaient être révélées dans un film qui sortira le 24 avril 2025. Le même jour, une nouvelle chasse au trésor commencera. Merci beaucoup Morgane pour les actualités en bref. Alors la question du jour c'est la suivante. Bonjour Hugo, avez-vous suivi des études de journalisme ou dans un autre domaine? Alors en l'occurrence de mon côté, j'ai suivi des études de sciences sociales. J'étais à Sciences Po à Paris, mais au sein de l'équipe, il y a vraiment plein de profils différents. Et dans le cas des journalistes, la plupart des journalistes de l'équipe ont fait une école de journalisme, mais il faut savoir que c'est pas quelque chose d'obligatoire. Vous n'êtes pas obligé de faire une école de journalisme pour faire du journalisme. Et d'ailleurs, on a déjà eu au sein de l'équipe des personnes qui n'avaient pas fait d'école de journalisme et qui étaient pleinement compétents pour faire ce travail-là parce qu'ils respectaient toutes les règles importantes dans ce métier. Et d'ailleurs, de mon côté, faute de temps, parce que la chaîne en fait était déjà lancée depuis quelques temps, j'ai pas eu le temps et j'ai pas pu faire d'école de journalisme. Et donc, juste après mon master, j'ai continué directement à temps plein sur cette chaîne. Voilà en tout cas pour ces actualités du jour. Je le disais dimanche, nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube, des grands formats. Donc, je vous mets le lien de la chaîne directement en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.